Bonjour à tous et bienvenue ici à Rent dans cette émission dédiée aux tendances et aux innovations dans l'immobilier de luxe. On va rêver dans cette émission aussi. On va aussi vous informer. Il se passe beaucoup de choses dans cet univers. Quand on parle d'immobilier de luxe, c'est à la fois le rêve, mais c'est aussi une réalité. Il y a des biens de grande qualité, des biens de prestige, des attentes, des besoins, des nouveaux services associés pour informer, pour accompagner, prendre de bonnes décisions où la confiance et la transparence sont des clés indispensables dans un milieu plutôt discret, voire plutôt secret. 3 invités dans cette émission. Tout d'abord, Marie Manas, bonjour. Bonjour Olivier. Responsable des études de Propriété Le Figaro. Alors, vous nous donnerez les résultats de l'Observatoire Propriété Le Figaro et les principaux enseignements à tirer d'une étude menée auprès des lecteurs et des internautes de Propriété Le Figaro. Olivier Candas, bonjour. Bonjour Olivier. Product Owner de Propriété Le Figaro. Vous allez nous éclairer sur les nouvelles fonctionnalités, les outils de recherche du site, ceux d'aujourd'hui et puis ceux de demain. On va se projeter, ceux où la data, l'intelligence artificielle prennent de plus en plus d'importance. Et puis, notre grand témoin, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui, Sébastien Kuperfis. Merci Olivier, bonjour. Bonjour Sébastien, spécialiste de l'immobilier de luxe, voire de l'ultra-luxe, à la tête de Juno Fine Properties, et vous nous donnerez un état du marché de l'immobilier de prestige à Paris, mais aussi en région, les prix, les principales tendances, et aussi les perspectives, et puis les innovations. En introduction, vous dire simplement quand même que le marché de l'immobilier de luxe, c'est un micro-marché qui représente moins de 5% des transactions. L'immobilier de luxe est une combinaison entre une rareté et une demande assez forte, et un bien de luxe, c'est pas forcément qu'un prix et des mètres carrés, pas forcément, ça c'est plutôt le résultat. C'est un emplacement, c'est le prestige d'une adresse, c'est le rêve, c'est un décor, c'est une architecture, des matériaux, c'est une histoire, des biens de prestige qu'on retrouve dans le magazine Propriété Le Figaro, voilà, que je vous montre ici, qui est un magazine qui vient de fêter ses 35 ans, qui s'appelait historiquement Propriété de France et qui s'appelle désormais Propriété Le Figaro et qui donc sort tous les 2 mois. J'ai la fierté d'être le rédacteur en chef de ce magazine. Le dernier numéro est d'ailleurs consacré à l'immobilier de luxe avec vue. C'est un magazine papier, c'est un site dédié avec ses informations, des annonces immobilières classées par typologie de biens et par région. Alors on trouve des biens de caractère, on trouve des châteaux, des manoirs, des maisons, des longères, des chalets, des villas pieds dans l'eau, tout ce qui peut apporter en fait la qualité, qui fait référence aussi à la tradition, qui a du charme, qui a du cachet. C'est bien sûr subjectif, mais selon les emplacements, l'état du bien en matière de prix, on peut monter très haut et atteindre, on le verra, notamment des records. Et puis, en ville, les hôtels particuliers, les appartements de standing, les appartements haussmanniens, les lofts, les penthouses, voire les biens atypiques. Voilà, selon sa sensibilité, son choix de vie, sa capacité financière, c'est important quand même, son désir d'acheter, tout cet univers fait rêver. Et la transition, elle est toute trouvée avec Marie Manas, justement sur cette étude menée auprès des lecteurs et des internautes de Propriété Le Figaro. Quels sont, Marie, les principaux enseignements de cette étude? Et tout d'abord, le contexte. Oui, alors pour commencer, Propriété Le Figaro a eu le plaisir de lancer cette année sa première édition de l'Observatoire de l'immobilier de prestige. Donc c'est une enquête qui nous a permis de récolter la voix de 1624 acheteurs de biens de prestige pour comprendre à la fois leurs besoins, leurs attentes, leurs enjeux. Qu'est-ce qui va venir caractériser un environnement de vie idéal selon eux? Qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de prestations lorsqu'ils achètent un bien de prestige? Et surtout, quel est l'accompagnement souhaité envers les professionnels de l'immobilier pour concrétiser un projet d'achat? Donc, on s'est posé toutes ces questions à la fois dans la perspective de l'acquisition d'une résidence principale, mais aussi dans le cas de la résidence secondaire, puisque ce sont vraiment 2 axes forts du marché du prestige. Alors, les tendances de recherche, tout d'abord, Marie. Oui, alors pour commencer, excusez-moi, il y a un petit problème d'affichage à l'écran. Alors, pour commencer, il y a 67% des répondants qui ont déclaré être en recherche active d'un bien immobilier de prestige. Et là, c'est très positif puisqu'on peut voir qu'il y a une reprise du marché plutôt favorable.
En termes de temporalité maintenant, il y a 58% des répondants qui ont déclaré vouloir concrétiser un projet d'achat à horizon fin 2025. Donc on est vraiment aussi sur un fort engagement pour acquérir un bien à court terme. Alors, les types de biens les plus recherchés. Alors, la bonne nouvelle, en première position, on trouve les propriétés de charme, donc à la fois les maisons, les villas. On a également les appartements, les châteaux, les manoirs. Ce sont des biens très recherchés dans le prestige. Mais on a aussi 8% des répondants qui ont déclaré rechercher d'autres biens un petit peu plus atypiques. Donc on peut citer à titre d'exemple des haras, des domaines viticoles ou encore des longères, des hôtels particuliers, parfois même des hameaux dans leur intégralité. Donc on voit bien qu'il s'agit souvent de projets d'envergure qui peuvent être associés à un enjeu de préservation d'un patrimoine historique oublié, d'un patrimoine régional. Donc voilà, c'est vraiment aussi très caractéristique du marché du prestige. Et pour terminer, en termes d'usage, la répartition, il y a 59% des répondants qui ont estimé vouloir acquérir un bien pour en faire une résidence principale, 36% dans le cadre d'une résidence secondaire et 5%, une part un peu plus minoritaire, pour de l'investissement locatif. Les motivations pour l'achat. Oui, effectivement, acheter un bien de prestige, c'est un véritable projet, un projet qui peut être également très lié à un projet personnel. Et donc, on a souhaité comprendre quelles sont les motivations des acheteurs lorsqu'ils achètent un bien immobilier de prestige. Et il y a 3 grandes tendances à retenir. Voilà. Oui. Donc, on va reprendre le slide correspondant. Alors, je continue. Donc, 3 grandes motivations. D'abord, le souhait d'adopter un style de vie et un cadre de vie qui soit exceptionnel. Ensuite, choisir un lieu qui soit lié à un attachement particulier. Donc l'acheteur va aussi privilégier un lieu pour lequel il ressent quelque chose qui lui est propre. Donc ça peut être lié à des souvenirs d'enfance, ça peut être un attachement à un lieu pour sa dimension historique, pour sa notoriété. Et enfin, 3e motivation qui pousse à l'achat, c'est de considérer la belle pierre comme valeur refuge. Très bien. Ensuite, parlons des destinations les plus prisées. Les destinations les plus prisées, le bord de mer. Bon, c'est pas une surprise. Alors, effectivement, c'est pas une surprise, mais important de noter que le bord de mer demeure le spot privilégié par les acheteurs dans le prestige. Ce constat est aussi bien vrai dans le cadre d'une résidence principale que d'une résidence secondaire. Et il devance 2 autres typologies de lieux, les campagnes et les cœurs de ville. Donc, par cœur de ville, on entend vraiment les centres anciens, bien préservés, dynamiques, avec vraiment un caractère particulier, voire historique. Très bien. Ensuite, on va retrouver les facteurs prioritaires sur les critères, là aussi, et puis l'international. Un mot quand même sur l'international qui fait rêver aussi. Oui, tout à fait. Pour nous, à travers l'enquête, on a souhaité identifier quels sont aujourd'hui les critères fondamentaux pour un acheteur dans le prestige. Donc, 3 grands paramètres à retenir que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, le souhait de vivre dans un environnement qui soit à la fois sain et vert. Donc, c'est une proximité avec la nature, c'est la présence de parcs, de domaines. Ensuite, le critère de la localisation géographique. On ne va pas vivre n'importe où, on n'investit pas n'importe où, ce qui semble assez logique. Et enfin, 3e paramètre, les acheteurs ont témoigné vouloir bénéficier d'un accès immédiat à des commerces de proximité et de qualité. Maintenant, si on affine un petit peu plus au niveau de la résidence principale, quels sont les critères essentiels au moment de choisir son bien ? Tout d'abord, le fait d'avoir un espace extérieur, donc un jardin, un balcon, un rooftop, un parc, ça peut être n'importe quelle typologie de situation, mais l'extérieur, l'accès à la nature reste encore très important. En 2e position, ex aequo, nous avons la vue panoramique, c'est un critère essentiel dans le prestige. Aussi des beaux volumes. Et en 3e position, des biens de matériaux de construction noble. Donc vraiment ce côté très de prestation de qualité. Ça, c'est pour la résidence principale. Résidence secondaire. Alors, pour la résidence secondaire, on va retrouver à nouveau les 2 premiers paramètres, l'espace extérieur et également la vue panoramique. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'en 3e position, les acheteurs vont être beaucoup plus sensibles au style architectural, ce qui peut s'expliquer assez naturellement dans le sens où une résidence secondaire, on souhaite vivre une expérience qui soit un petit peu différenciante de son quotidien. On va avoir tendance à privilégier un endroit qui est aussi rattaché à une expérience globale. On peut penser au chalet à la montagne, à la villa moderne sur la Côte d'Azur ou encore à un cottage normand. Donc le style architectural, élément très important aux yeux des acheteurs.
Si on affine encore un petit peu plus au niveau des prestations qui sont jugées un peu indispensables dans la recherche d'un bien de prestige. La piscine, mais oui. La piscine, la piscine, ça a été plébiscité par les acheteurs interrogés comme étant la prestation incontournable. Donc on peut parler de la piscine extérieure, qui est la forme la plus courante. Ça peut être bien sûr une piscine intérieure selon les destinations. Et c'est largement en tête devant d'autres commodités liées à un bien de prestige comme la bibliothèque, un dressing, un bureau, un espace bien-être. Voilà. Donc c'est vraiment la piscine qui cristallise un peu les attentes des acheteurs aujourd'hui. Un mot sur l'international. Alors on met le cap sur l'international. Dans cette enquête, on a fait un focus particulier pour s'intéresser aux acheteurs de biens de prestige à l'international. Donc tout d'abord, auprès des personnes qui étaient déjà propriétaires d'un bien à l'étranger, on a souhaité comprendre quels étaient un petit peu les usages principaux qui sont faits par ces propriétaires. Donc tout d'abord, c'est pour en faire un lieu de villégiature, donc pour y passer ses vacances ou une partie de sa retraite. C'est également une source d'investissement immobilier, mais c'est aussi pour 23% d'entre eux un lieu de vie secondaire, notamment en lien avec les mobilités professionnelles. Et c'est une tendance qui s'accentue d'année en année, avec notamment l'émergence des digital nomades dans le secteur de la tech. On a des spots à la mode qui ressortent très fortement, Dubaï, Miami, ou encore des destinations comme l'Espagne. Donc on cherche un endroit de qualité pour soi et pour sa famille. Et là, les critères les plus importants? Alors oui, pour résumer un petit peu les critères principaux pris en compte pour choisir cette destination à l'international, on a un top 3 qui ressort assez nettement. Bien sûr, une attention portée sur le climat, la qualité de l'environnement et la culture et l'art de vivre local. Il y a aussi des paramètres secondaires, notamment la situation géopolitique qui, bien sûr, est fortement étudiée par les acheteurs. Et les destinations favorites? Alors, on regarde un petit peu plus près quelles sont un petit peu les destinations qui sont ressorties des réponses des acheteurs interrogés. Donc, on trouve des pays limitrophes avec la France, comme la Suisse, la Belgique. On a des destinations soleil également très bien reliées à la France, donc en proximité. Donc, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et des destinations soleil un petit peu plus lointaines, mais qui restent néanmoins tout à fait bien desservies. On peut citer là le Maroc ou encore la Grèce. Très bien. Alors maintenant, on sort de l'international, on va dire en général, les 3 éléments les plus importants lors de la consultation d'un bien de prestige. Alors oui, dans l'étude, on a consacré tout un volet spécifique sur cette thématique un petit peu B2B. Aujourd'hui, les acheteurs, comment ils s'y prennent pour chercher un bien de prestige et surtout, quelles sont leurs attentes et leurs besoins. Donc tout simplement, au début du parcours de recherche, on a bien sûr la première étape qui est la consultation d'une annonce, qu'elle soit faite en agence ou sur les portails. Et là, les acheteurs ont retenu 3 besoins fondamentaux. Avoir des visuels de qualité pour présenter le bien dans le détail, des informations sur le cadre de vie qui doivent être bien mises en évidence dans le storytelling de l'annonce, avec vraiment un niveau de détail assez fin. Et enfin, ils sont sensibles au recours à des solutions innovantes pour présenter les biens. Donc ça peut être des vues drone, des projections 3D, du contenu vidéo. Tout ça, ça va aider l'acheteur à se projeter dans son futur lieu de vie. Et c'est aujourd'hui un axe différenciant pour les agences de prestige dans la manière de présenter les biens. Et alors justement, quelles sont les attentes prioritaires vis-à-vis de l'agent immobilier spécialiste du prestige? Alors oui, effectivement, on a interrogé les acheteurs là-dessus pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'ils attendent d'un agent immobilier de prestige. C'est d'abord l'excellence de sa connaissance du secteur géographique qui est visé. Ensuite, on a sa propension à dispenser du conseil, bien sûr, logiquement, en immobilier, mais aussi sur des aspects annexes comme la fiscalité. Et enfin, c'est une approche qui soit vraiment fondée sur un service qui soit haut de gamme et personnalisé pour accompagner l'acheteur à chaque étape de son projet d'achat. D'autres paramètres aussi à prendre en compte? Oui, voilà, vous allez le voir sur la slide suivante. Il y a des paramètres secondaires qu'il faut vraiment ne pas négliger, notamment le portefeuille de biens de l'agent, sa réputation, le bouche à oreille, la recommandation, l'expérience professionnelle, l'expertise dans une typologie de biens spécifiques. C'est notamment le cas, par exemple, dans les châteaux, dans les domaines viticoles ou encore dans les chalets. Le taux de commission qui est pratiqué, sa posture donc, pour préserver un peu la confidentialité et la discrétion autour du projet d'achat, une expertise en art de vivre, en architecture, en design, en décoration, parce que le prestige, c'est aussi toutes ces dimensions. Ensuite, une sensibilité à la notoriété de l'ancienne à laquelle il appartient, l'exclusivité des biens proposés, les supports de communication et de diffusion utilisés. Donc là, la presse a encore toute sa place et tout son rôle à jouer. Et enfin, pour terminer, la mise en scène et la présentation du bien que l'agent fait lors d'une visite.
Et aussi, on l'a vu, à l'international, on a aussi beaucoup d'acheteurs étrangers sur le marché français. Donc la variété des langues parlées, c'est aussi un besoin et une attente qui a été exprimée par les personnes que l'on a interrogées. Et donc, pour terminer, quel autre type de professionnel paraît nécessaire pour réaliser en fait son projet immobilier? Alors oui, on a parlé de l'agent immobilier de prestige. Ouais. On pourrait également penser naturellement à la figure du banquier ou du notaire, qui sont un peu qui représentent le triptyque lorsqu'on achète un bien. Dans le prestige, on aime aussi s'entourer des meilleurs experts parce qu'on est parfois sur des projets d'envergure. C'est pas simplement l'achat d'un bien, mais ça peut être aussi tout un projet de restauration. Donc à l'écran, là, vous voyez un petit peu les figures d'experts qui sont les plus sollicités par les acheteurs dans le prestige. En tête, l'architecte, suivi du décorateur designer, avec ensuite le paysagiste et les jardiniers, donc pour vraiment essayer de modeler l'espace extérieur et d'en faire un véritable projet d'architecture. Et enfin, le conseiller en patrimoine fiscalité. On a ensuite des paramètres un peu plus secondaires, donc à titre d'anecdote, le pisciniste, le déménageur spécialisé, voire même des fontainiers, quand on est vraiment dans un projet qui peut concerner la réhabilitation d'un château avec un grand domaine, un grand parc à la française. Merci beaucoup Marie. Et cette étude, en fait, cette enquête sera menée chaque année par Propriété Le Figaro. Voilà, un mot en conclusion sur l'étude? Oui, tout à fait, Olivier. On va reconduire cet observatoire en 2025 et pour nous, ce sera aussi l'opportunité de mesurer les tendances qui progressent, les tendances qui évoluent et de nouveaux phénomènes qui émergent sur le marché du prestige. Merci beaucoup Marie Manas. La parole à notre grand témoin, Sébastien Cuperfis, donc à la tête de Juno Properties, spécialiste de l'immobilier de luxe. Un mot, Sébastien, plus qu'un mot quand même, de présentation déjà de Juno. Alors, est-ce qu'on a une présentation ou pas derrière? Bon, alors, oui. ça arrive. Merci. Non, Juno, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1984, qui fait de l'immobilier de luxe et d'ultra-luxe. Alors, on pourra peut-être reparler de ce que c'est que la définition, c'est intéressant. Qui est présente surtout à Paris avec 18 agences et un peu partout en France avec 21 agences. Et voilà. Et donc, on fait beaucoup de belles transactions. Donc, ce que j'ai écouté avec attention, ce que vous avez dit, je trouve que c'est très intéressant cette étude. Et quelle est la motivation des acheteurs? Qu'est-ce qui fait qu'un bien est considéré comme un bien de luxe ou d'ultra-luxe? C'est une question qu'on se pose au quotidien et sur laquelle on travaille beaucoup. Oui, c'est pas forcément le prix, hein, on est d'accord. C'est pas forcément le prix, ça peut être ce que vous évoquiez, Olivier, tout à l'heure, la rareté, la qualité des matériaux. De manière générale, on peut définir ça comme étant les biens qui sont plus chers, peut-être de 30%, que l'ensemble des biens à un certain endroit. Puisqu'un studio à Paris, très joliment placé avec une vue sur la Tour Eiffel, qui peut se vendre 30 000 euros du mètre, il sera peut-être qu'à 300 ou 400 000 euros, mais c'est un produit de luxe quand même. Bien sûr. Un mot quand même sur Juno, il se passe des choses importantes. Oui, alors derrière vous, c'est inscrite l'histoire de la maison, que évidemment je vais vous épargner. Beaucoup de développement extrêmement intéressant, et puis surtout l'arrivée de Nicolas Petex-Muffat, qui était directeur général de Daniel Féau, pour développer la maison Juno dans les années qui viennent. Donc des actualités très enthousiasmantes. Bon. Alors, Nicolas, maintenant un mot quand même sur Sébastien. Mais Sébastien. Pardon, oui, c'est Nicolas. L'activité du marché parisien dans le luxe, y a-t-il une nouvelle dynamique? Est-ce qu'il y a une forme d'attentisme? Où en est-on? Alors, on a eu une rentrée à Paris spécifiquement très dynamique. Il y a eu énormément de transactions en septembre et en octobre. On a recommencé à avoir, donc en septembre 2024, on a fait 66 ventes à Paris versus 36 en 2023 à la même époque. Donc ça a été extrêmement dynamique. On a recommencé à avoir plusieurs offres au prix sur des biens. Donc la rentrée est très dynamique et on a un prix de vente moyen chez Juno qui est autour de 14 000 euros du mètre. Alors attention, c'est quand même 10% de moins que ce que c'était en termes de prix l'année dernière. Oui. C'est-à-dire que les prix ont baissé sensiblement et que... et ça, je trouve que de quel ordre à peu près? Quel ordre? Depuis 1 an et demi, on a perdu à peu près 10% à Paris. Et un certain nombre de biens vont continuer à baisser. C'est là où aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on voit pas mal d'articles qui disent ça y est, la crise est finie, ça va repartir, les prix vont repartir. J'ai vu un article d'Empruntis hier. C'est vrai sur certains biens qui sont absolument sans défaut et parfaits. Mais il y a quand même un certain nombre de biens, même dans l'immobilier de luxe, qui doivent encore corriger, qui sont encore trop chers. Et donc ce qui est difficile pour les propriétaires et pour nous qui travaillons avec eux,
c'est de leur expliquer où est-ce qu'ils sont dans le marché. Oui, d'où l'expertise, évidemment, le besoin de conseils qui est plus que jamais très important. Oui. Les notaires parisiens, eux, notent, on est juste sous la barre à Paris des 10 000 euros du mètre carré en moyenne. Donc là, pour l'immobilier de prestige, en tout cas chez vous, Sébastien, on est autour de 14 000 euros du mètre carré. On est autour de 14 000. C'est une moyenne, hein. Ça donne une tendance. Évidemment, chaque bien est unique, mais voilà, on a une idée. Exactement. Et évidemment, il y a des différences très importantes entre le nord de Paris, la rive gauche ou l'ouest. Des exemples justement de biens de prestige, on va voir, vous avez préparé une magnifique sélection de biens vendus. Bah oui, je voulais vous montrer quelques biens qu'on a vendus récemment et qui s'inscrivent vraiment dans cet immobilier d'ultra luxe. Donc là, c'est une vente qui a été faite par Juno Fine Properties Knight Frank, qui est notre département d'ultra luxe. Et donc vous voyez par exemple, on a là un appartement qui s'est vendu 38 000 euros du mètre carré. Et évidemment, ce qui fait que c'est un bien d'ultra luxe, c'est son emplacement, et c'est aussi le fait qu'il a été rénové par un architecte. Et comme vous le savez, les prix de rénovation ont explosé depuis le Covid. On est passé dans des biens de luxe de 2, 3, 4 000 euros du mètre à 5, 6, 7 et plus. Et donc, premièrement, et deuxièmement, les acheteurs dans leur tête, maintenant, ont envie de profiter des choses très vite. J'ai l'impression que le Covid a déclenché ce phénomène où on se dit, en fait, je ne veux pas attendre 3 ans pour profiter de mon bien, pour en jouir. Et donc, les biens rénovés par architecte, où on peut rentrer, ce qu'on appelle turnkey apartments, sont extrêmement demandés. Et quelle est la part de la clientèle internationale? On a dit pendant pas mal de temps qu'en fait, à Paris, notamment, les biens d'une valeur supérieure à 4 millions d'euros, à 80%, c'était des étrangers qui achetaient. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors c'est vrai, mais dans ces étrangers, il y a aussi les Français qui sont partis à l'étranger. Ouais. Donc en réalité, il y a aussi beaucoup de franco-suisses, franco-belges. Donc oui, c'est vrai, plus on monte dans les prix et plus on a une prédominance des étrangers. Mais sur le marché de luxe parisien moyen, c'est-à-dire un prix moyen d'1,5 million, on est à 85% de Français. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les Français ont encore les moyens de s'acheter des jolies choses à Paris. Quels sont les secteurs porteurs ou ceux qui reviennent? On parlait à un moment donné du 16e arrondissement qui repartait de plus belle. Où en est-on? Alors, quand les prix étaient en forte croissance, les quartiers un peu en devenir ont eu beaucoup la cote. C'est-à-dire on parle du nord de Paris, on parle du 11e, du 10e. Tout ça est monté très fort. Dans un marché qui est en correction, comme toujours, on a ce qu'on appelle le flight to quality. Donc les acheteurs se ressentent vers ce qui est safe. Et évidemment, les quartiers historiques bourgeois du centre de Paris, de l'Ouest, ont moins baissé que d'autres. Et ont une demande très forte, d'autant plus s'ils ont des bonnes écoles. Puisque ça aussi, c'est un effet du Covid. C'est que ça a déclenché chez beaucoup de nos clients une préoccupation encore plus forte qu'avant de mettre les enfants dans les bonnes écoles, qu'elles soient privées ou publiques, mais bien gérées. Clientèle internationale, américain surtout, ou quelle est la typologie? Alors, toujours beaucoup d'Américains, mais on a une forme d'attentisme depuis quelques mois, évidemment, qui, je pense, là, va s'arrêter, puisque l'élection est quasiment jouée, de ce que je comprends. Il y aura un impact avec l'élection de Trump, selon vous? Alors, c'est un peu tôt. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, parce qu'on peut imaginer que certains démocrates qui aiment la France auraient plus eu envie d'acheter quelque chose en dehors des États-Unis. C'est difficile de donner un effet, mais en ce moment, les Américains sont attentistes. On travaille plus avec une clientèle asiatique et une clientèle du Moyen-Orient. D'accord. Alors, Sébastien, on a vu une sélection de biens vendus récemment, une sélection aussi de biens à la vente. Oui. On va les voir apparaître. Voilà, donc justement, là, on est dans le 16e arrondissement, quartier La Muette. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Donc ça a été rénové par Jacques Garcia, qui est évidemment extrêmement réputé. Et donc, c'est un petit bijou qui est à 34 000 euros du mètre carré. Là, on est dans le luxe absolu, avec des vues extraordinaires, un étage élevé, lumineux, calme, et des prestations et un emplacement de rêve. Très bien. Voilà. Alors, on va évoquer évidemment les innovations, les nouveaux outils, et à l'occasion de ce Rent, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. En quoi, selon vous, et notamment sur l'immobilier de prestige, ça va impacter ou ça commence à impacter votre activité, Sébastien? Alors, évidemment, on se sert de ces technologies aujourd'hui
pour l'image et pour le texte. C'est déjà, je crois qu'on a donné quelques exemples de rénovation virtuelles qui sont faites avec. Alors là, on avait fait la maison idéale. Ouais. C'est vous qui l'avez? Non. Voilà, j'avais demandé à l'IA de me décrire la maison idéale et on était. Enfin, l'appartement idéal, on était arrivé à ce truc-là qui était pas trop mal, avec une vue sur la Tour Eiffel, une belle hauteur sous plafond, des grandes verrières. Voilà, donc ça c'est pour l'anecdote, mais non, on se sert de l'IA après pour le texte et pour les images, et on verra quelques images après, parce que évidemment ça permet notamment pour des biens qui sont à rénover d'arriver à un visuel qui est exactement ce qu'on veut qu'il soit. Hein. On peut même avoir le type de décoration qu'on aime. Donc pour un client acheteur, c'est absolument extraordinaire. Mais aujourd'hui, en tout cas, je trouve que toute cette technologie est au service de l'humain dans notre métier. Parce qu'on fait un métier dans l'immobilier d'ultraluxe, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est très sur mesure, qui est très in situ personae, ou dans lequel on parle de connaissances fiscales, connaissances du terrain. Et donc, l'IA, dans ce contexte-là, est une aide, mais elle ne remplace pas, à mon sens, l'importance des hommes et des femmes. Bien sûr. D'autres outils aussi émergents, la data, les données très importantes. Les datas sont très importantes. On est très en retard en France sur ces sujets. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez que ils sont très bien organisés. Il y a un National Realtor, il y a une association nationale, et toutes les informations sont publiques et enregistrées depuis des années. Donc vous savez pour chaque bien, chaque maison, quand elle a été vendue, à quel prix, combien de temps ça a mis pour se vendre. Et donc aujourd'hui aux États-Unis, les agents immobiliers font du prédictif, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire cette maison dans cette rue, elle a été achetée il y a 7 ans par des gens qui avaient tel âge, avec des enfants de tel âge. Donc statistiquement, ils vont partir à l'université et donc ils vont vendre. Et donc on est capable quasiment de savoir plusieurs mois ou plusieurs années à l'avance quand un bien va être mis sur le marché. Si on se projette, justement, Sébastien, dans 10 ans, quelle image, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va changer dans la manière d'acheter, de vendre dans votre segment de marché? Mais je vous dis, Olivier, moi je crois qu'il y a une continuité. Je ne crois pas à une rupture très profonde. D'accord. Je crois à une évolution, à une amélioration, à une fluidité. Et ce dont on a besoin en France, c'est pas forcément de l'IA, c'est surtout de partage d'informations, une plus grande fluidité dans le partage d'informations. Et j'en profite pour le dire que les acteurs de l'immobilier partagent leurs biens et leurs informations et qu'ils ne restent pas sur leur petit précaré. Très bien. On reviendra avec vous, Sébastien, justement, sur... On va voir aussi d'autres outils technologiques. Olivier Candas. Olivier, vous êtes donc le product owner du site Propriété Le Figaro. Je ne sais pas pourquoi je vous dis vous, on se connaît très bien, donc voilà. Tu vas nous expliquer ton rôle, très précisément déjà. Oui. Alors le product owner, oui, c'est une question un peu récurrente. Alors le product owner, c'est lui qui définit la vision produit, en fait. C'est le point d'entrée des différents intervenants d'un site internet, donc le B2B, le B2C, le marketing, et il priorise les demandes et il construit la roadmap du site, en fait. Donc il s'assure aussi que les objectifs du site correspondent bien aux attentes, évidemment, des clients, des internautes et des différents pôles de l'entreprise. Et il y a aussi toute une partie de veille donc, sur les tendances du marché et les innovations technologiques pour anticiper les futurs besoins des internautes. Et donc le PO aussi, il explore beaucoup des nouvelles fonctionnalités pour améliorer en continu l'efficacité du site. Alors, justement, des exemples de ces nouvelles fonctionnalités. Oui. Alors, on a mis en place, ça a l'air de rien, mais on a mis en place un nouveau champ de recherche libre, en fait, qui permet aux internautes de taper n'importe quel mot-clé et de chercher de trouver le bien qui matche avec leurs critères. Donc là, on avait une petite vidéo de démo du champ de recherche par mots-clés. Alors, c'est quelque chose qu'on voit très peu sur les sites internet immobiliers. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va remonter dans le top des mots-clés recherchés des choses assez classiques comme vue mer ou sans travaux. Mais il y a aussi toute une tendance sur l'autonomie en eau aussi, puisqu'on voit il y a beaucoup de mots-clés recherchés qui sont du type forage, puits, source, ou aussi proche d'une rivière. Et cela aussi, ça peut aller aussi beaucoup plus loin sur les annonces de l'immobilier de luxe, parce qu'on a vraiment toute une richesse aussi bien sur les visuels. Donc sur les annonces de luxe, en général, on est autour d'une quinzaine de visuels à peu près, alors que sur l'immobilier ancien, on est plutôt autour de 4-5.
Donc on passe de 14 à 3, effectivement, c'est une grande différence. Mais surtout au niveau des textes, puisqu'on est des textes de présentation, puisqu'en général on est autour de 200 mots contre une cinquantaine dans l'ancien. Et donc c'est quasiment du niveau d'un article de presse, en fait. Et ces textes, c'est vraiment des vraies mines d'or pour nous. Et où on voit les agents immobiliers qui prennent le temps de présenter un bien, son environnement, les matériaux de construction, le style, l'architecture. Et ce champ de recherche qu'on a ajouté, en fait, ça permet de se faire rencontrer ce savoir-faire des agences et le désir des acheteurs, en fait. Très bien. Des exemples? Paris 4e notamment, ou Maison à la Trinité-sur-Mer. Oui, donc on a effectivement, c'est vraiment des exemples que j'ai pris, qu'on a trouvés, qui ont été cherchés par des internautes. Donc on a par exemple appartement à Paris 4e, et le mot-clé c'était avec tomates et poutres apparentes. Où on avait aussi une villa dans le centre historique de Florence. Donc c'est vraiment le mot-clé qui a été tapé en Italie. Et on avait même trouvé quelque chose de vraiment très précis. C'était un appartement à Pau avec une vue sur le pic d'Osso. Et donc un moteur de recherche classique, en fait, il ne permet pas de chercher ce genre d'expression, d'exploiter toute cette richesse. Et on le voit dans les résultats, hein, les internautes qui ont utilisé cette fonctionnalité sur le site, on voit qu'ils restent plus longtemps, ils voient plus d'annonces, c'est plus 13 points de pourcentage. Ils font évidemment plus de demandes de mise en contact avec les agences. Là, on était sur plus 9 points. Et ils ajoutent aussi plus d'annonces en favoris. Et donc tout le monde est gagnant, en fait, les internautes et les agences. Est-ce qu'il y a d'autres innovations sur le site Propriété Le Figaro, justement? Oui, alors on a ajouté aussi la traduction automatisée d'annonces par l'intelligence artificielle. Donc on a vu qu'on avait à peu près 30% d'annonces qui n'avaient pas de traduction en anglais sur le site, alors que le site Propriété Le Figaro, il est bilingue. Et on a beaucoup de visiteurs étrangers, beaucoup d'Américains et du Royaume-Uni, et qui cherchent en France. Donc du coup, alors on sait qu'il y a des réticences sur l'utilisation de l'IA, mais là on l'a utilisé pour ce qu'elle sait bien faire. En l'occurrence, on lui demande de générer les traductions manquantes, et ça permet d'augmenter l'audience potentielle de ces annonces qui n'avaient pas de description avant dans la langue en anglais. Et puis il y a aussi une démo qu'on va retrouver sur le stand de Propriété Le Figaro. Vous tenez absolument à en parler. Vous m'avez dit, Olivier, vraiment ça, on va y aller, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, tout à fait, oui. Donc, on a mis en place, en fait, c'est un projet qui est en démo sur le stand, et c'est donc un projet de recherche vocale qui utilise aussi l'intelligence artificielle. Donc, la recherche vocale, c'est un usage qui est vraiment qui se développe de plus en plus. Juste en quelques chiffres rapidement, on a 27% des recherches sur mobile qui sont en fait effectuées via la recherche vocale de Google. Et selon une étude de 2024, on a 28% des Français qui utilisent tous les jours une commande vocale, et ça majoritairement sur leur téléphone, en fait, hein, parce qu'il y a aussi l'usage sur les enceintes connectées. Et donc là, on a une petite vidéo de démo aussi. Alors, on va voir cette vidéo justement d'exemple de... Voilà. Alors là, je ne sais pas si on aura le son. Voilà. Je cherche une maison à Cannes avec terrasse et jardin entre 1 et 2 millions d'euros. Je cherche une maison à Cannes avec terrasse et jardin pour entre 1 et 2 millions d'euros. Ça, c'était la demande, la recherche vocale. Et donc, on voit que l'IA, en l'occurrence, a bien reconnu tous mes critères. Et là, on va voir, je clique sur le moteur pour montrer, voilà, tous les critères ont bien été reconnus par l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai parlé et on voit qu'on a la ville, le budget mine, le budget max, et ça va jusqu'aux options terrasse. Et tout a été reconnu correctement par l'IA. Donc ça, évidemment, non seulement demain, mais déjà aujourd'hui, pas encore tout à fait, mais on peut le trouver sur Propriété Le Figaro, cette recherche vocale. Alors, c'est en démo, on est en train de travailler dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, je rajoutais un point, c'était, on voit que toute cette tendance sur cette recherche vocale, en fait, on voit que les internautes, en fait, ils ont déjà l'habitude. Moi, je sais pas, je croise très souvent des gens qui parlent par le téléphone dans la rue. On voit que les internautes, ils dictent déjà leurs messages dans WhatsApp. Et on a vu aussi qu'on a OpenAI qui a lancé en septembre un assistant vocal aussi à ChatGPT. Donc l'idée, c'était vraiment d'ajouter ces nouveaux usages sur le site pour répondre à ces nouveaux usages des internautes, quoi.
Donc, on garde les champs de recherche classiques pour les internautes, pour ceux qui préfèrent, mais on a vu, là j'espère sur la vidéo, que ça rend la recherche beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, et donc on espère que ça va séduire les internautes et les inciter à revenir sur le site Propriété Le Figaro. Merci beaucoup Olivier. Sébastien, une réaction, recherche vocale chez Juno aussi? Pas encore, mais, Bon, mais en tout cas, je trouve tous ces sujets extrêmement intéressants, et notamment le fait de pouvoir rentrer un mot-clé de recherche. Je trouve que ça, c'est assez game changer sur la recherche en ligne. Vraiment génial. Un mot de conclusion, on arrive au terme de cette émission sur l'immobilier de prestige, l'activité, les perspectives, l'année 2025. Là, comme je vous disais, la rentrée a bien commencé. Là, c'était les vacances. On va voir ce que ça donne en fin d'année. On est très dépendant, des taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt ont tendance à baisser. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'ensemble du marché immobilier. Et deux, on fait un métier. Enfin, l'immobilier dépend de la confiance. Voilà. Et donc, on va voir évidemment quelle va être la loi de finances, à quelle sauce on va être mangé, et si ça a un impact sur les Français riches ou moins riches. Confiant? Oui, toujours. De toute façon, on avance. Bon. Eh bien, merci en tous les cas à tous les trois, Olivier Candas, Marie Manas, Sébastien Cuperfis, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et excellente journée, excellent salon. Profitez bien de Rent. Bonne journée à tous.